Bonjour à tous, si vous souhaitez, si vous voulez vous rapprocher, ça sera avec plaisir. Donc voilà, moi je m'appelle Jean-Yves Barrère, je préside le Conseil scientifique de Santé Mentale France, qui est un conseil scientifique qui est composé et qui croise à la fois des savoirs expérientiels, des savoirs professionnels et des savoirs académiques. Et c'est très important pour Santé Mentale France, ce conseil scientifique, parce que les savoirs sont à la fois différents, sont tous différents, sont tous légitimes, et ils ne sont pas hiérarchisés. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille et aussi qu'on a préparé ce symposium qui est donc consacré à la loi 2502, la loi 2502 sur l'égalité des droits, des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 2005, on fête les 20 ans. Elle faisait suite à ce qu'on appelait la loi d'orientation, qui avait été loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en 1975, 30 juin 1975, donc 30 ans entre les deux, et qui avait été possible d'ailleurs grâce à l'ordonnance de la Sécurité sociale, l'article 17, qui permettait à la Sécurité sociale de financer l'accueil des personnes avec des maladies chroniques dans ce qu'on appelait à l'époque des centres de post-cure et que vous connaissez sous le terme d'établissements et services aujourd'hui sociaux et médico-sociaux. Donc vous voyez, 45, 75, 30 ans, 75, 2005, 30 ans, et là on en est à 20 ans, donc il est peut-être temps de trouver d'autres modes de réponse et d'organisation à cette loi. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1975 et 2005? En fait, les acteurs ont pris la parole, les personnes concernées ont de plus en plus fait entendre. C'est là où est né le pouvoir d'agir et la prise de parole, la prise de puissance des personnes en tant que telles. Mais surtout, on est passé de ce qu'on appelle une logique de pierre, c'est-à-dire à chaque déficience, entre guillemets, ou difficulté correspondait un établissement et un service. Pour ça qu'on parlait de logique de pierre. On est passé de cette logique-là à une logique de droit. Il faut savoir que le débat a eu lieu au niveau international, au niveau de l'OMS. Elle le rappelait tout à l'heure, notre intervenante, au niveau de l'OMS, autour de ce qu'on appelait la classification internationale du fonctionnement, qui a permis de mieux comprendre, mieux saisir les besoins des personnes. Et c'est important de le rappeler parce que dans la loi 2005 et dans ce qui va être dit par nos deux intervenants, c'est un aspect très important du débat. Et en France, bien sûr, avant cette loi, en 2001, il y a eu le livre blanc des partenaires de la santé mentale, signé par notamment l'UNAFAM, la FNAPSI, et l'ancêtre de Santé mentale France, enfin d'une partie de Santé mentale France, qui étaient les Croix Marines et qui ont défendu cette idée de handicap psychique. Voilà. Donc moi j'étais à l'époque au CNCPH pendant l'écriture de la loi après, mais je ne vais pas intervenir, je vais laisser voilà, deux personnes tout à fait pertinentes sur cette question. D'abord Jean-François Bauduret, que vous venez d'entendre, mais qui a plusieurs casquettes et plusieurs vies, et qui à l'époque, et on travaillait déjà ensemble bien entendu, était conseiller technique à la Direction générale de l'action sociale et qui a beaucoup œuvré, donc il en a parlé par rapport au circulaire de la psychiatrie, mais aussi sur un certain nombre de lois, et notamment deux lois importantes juste avant, qui concernaient les droits, la loi rénovant l'action sociale sur les droits des personnes, et un mois après, en 2002, la loi sur le droit des malades. Et c'est ce contexte-là qui nous concerne. Donc Jean-François Bauduret va donner quelques entrées et explications sur cette loi, et Roselyne Touroud, pareil, qui s'occupe à l'UNAFAM et depuis très longtemps, qui est une militante de l'UNAFAM que vous connaissez sans doute les uns et les autres, et qui s'occupe elle aussi de la question des droits. Et notamment, elle a été une cheville ouvrière de la saisine du Conseil de l'Europe pour exprimer le fait que la France ne remplissait pas ses fonctions, et notamment en lien avec la législation française et en lien avec la Convention internationale de l'ONU que la France avait signée, et encore plus récemment,
qui a participé à la réforme de la PCH. Denis Leguet avait organisé un groupe de travail, mais les associations et dont surtout Roselyne, ont beaucoup participé à cette réforme-là pour que, notamment, les personnes avec troubles psychiques puissent mieux accéder à la prestation de compensation du handicap. Je vous conseille d'ailleurs le guide de la CNSA, qui, je pense, te doit beaucoup, Roselyne, et qui est très pertinent sur cette question. Donc, je passe la parole. Jean-François, tu veux venir là? Oui, c'est mieux aussi, parce que tu as ton... Voilà. À Jean-François Bauduret. J'arrive en titubant, mais j'arrive. Alors, moi, je vais vous faire... Roselyne, qui représente l'UNAFAM et qui est vraiment une grande spécialiste de la loi de février 2005, va rentrer dans des détails, va vous donner des éléments tout à fait essentiels. Moi, je vais me contenter de vous faire un exposé, je dirais, basique. À savoir que, d'abord, 4 grands principes de la loi. La promotion de la citoyenneté et des droits de la personne, la recherche de la bientraitance et de l'organisation de la qualité des prestations prodiguées aux personnes handicapées, ça c'est des principes transversaux. Le recentrage des dispositifs vers le milieu ordinaire de vie et la promotion de l'accessibilité. À cet égard, il faut qu'on se préoccupe de l'accessibilité des personnes qui sont invalidées psychiquement, parce que ce n'est pas la même chose que la hauteur des trottoirs ou les escaliers. C'est un autre thème, plus difficile à concevoir, mais qui est tout aussi essentiel. Et puis, mais le 5403, c'est la très forte individualisation et la personnalisation des aides et des accompagnements. Alors, du coup, moi, je me contente de vous donner les 3 avancées majeures pour les personnes présentant ou en situation de handicap psychique. 1, la pleine reconnaissance du handicap psychique. De ce point de vue-là, Roselyne vous en dira plus. L'instauration de la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est un outil qui favorise, qui contribue à favoriser le rétablissement et l'inclusion, y compris pour les personnes atteintes de troubles mentaux, et puis la création des groupes d'entraide mutuelle, qui sont une invention aussi de la loi de 2005 et qui sont générateurs de solidarité entre pairs et qui consolident l'insertion. Alors, sur le handicap psychique, que le législateur appelle, pas seulement lui, mais d'autres, un trouble de santé invalidant. C'est dans l'article du Code de l'action sociale et des familles. J'ai préféré vous donner, parce qu'elle est plus concrète, la définition que donne l'ANESM. L'ANESM, c'était l'agence qui a préfiguré la Haute Autorité en Santé et qui disait du handicap psychique ceci. Les troubles des personnes sont souvent variables, intermittents et évolutifs. Elles ont besoin d'un suivi médical régulier. Leurs capacités intellectuelles sont le plus souvent préservées, même si des troubles cognitifs sont souvent associés. Les personnes présentent des difficultés plus ou moins prononcées dans les interactions sociales et elles peuvent être victimes de stigmatisation et de rejet. Mais la définition n'est pas finie parce qu'elle est particulièrement complexe. L'isolement et la rupture du lien social est fréquente. La situation de vulnérabilité est permanente, même lorsque les troubles sont stabilisés. Les personnes sont souvent dans la capacité de demander de l'aide, pas toutes, mais certaines d'entre elles. Elles ne demandent rien, disait Jean Caneva, l'un des présidents de l'UNAFAM. Le caractère souvent invisible, pas toujours, mais souvent invisible des troubles psychiques implique des difficultés
qui sont sous-estimés. Et enfin, l'acceptation des troubles est parfois difficile pour la personne et ou son environnement. Alors, ah oui. Non, excusez-moi, oui, c'est ça, voilà. Voilà la fin de la définition. Alors, l'instauration de la PCH. La prestation de compensation du handicap est venue remplacer, mais élargir, révolutionner ce qu'on appelait dans la loi de 75 l'ACTP, c'est-à-dire l'allocation compensatrice pour tierces personnes. Et donc la PCH prend place au sein d'un plan personnalisé de compensation, le PPC, organisé par les maisons départementales des personnes handicapées, et la PCH vient solvabiliser les aides humaines, voire les aides techniques, mais dans notre champ, c'est surtout les aides humaines, pour aider la personne à s'autonomiser et mieux s'intégrer socialement. Il faut savoir que t'es trop bon avec les vieillards, je te remercie. Historiquement, et ce n'était même pas toujours si fréquent, les psychiatres en psychiatrie générale, en fait, jouaient essentiellement avec les personnes qui avaient été longuement hospitalisées et qu'il fallait sortir, jouaient sur deux claviers. Un, l'allocation adulte handicapé, en tant que, j'allais dire, c'est gonflé de dire ça comme ça, mais enfin un salaire de remplacement, et puis la recherche d'un logement, et souvent par le biais d'associations qui étaient financées par les hôpitaux. Et que d'ailleurs, les juristes ont considéré que c'était de la gestion de fait et qu'il fallait autonomiser la gestion des logements par rapport aux hôpitaux. Mais la psychiatrie a toujours eu un mal de chien à négliger les aides humaines hors soins pour les personnes handicapées psychiques. Et c'est un sujet qui est parfaitement pris en compte, au moins dans ses principes, par la loi de 2005. Alors, PCH et handicap psychique, la réussite de l'intégration sociale passe par des étayages humains en complément des soins pour stimuler l'intégration. Les MDPH et les CDAPH, c'est les commissions départementales qui accordent finalement les aides, accordent encore peu d'aides humaines pour les personnes en situation de handicap psychique. Et là, on peut dire qu'à la suite du rapport Leguet, mais aussi et surtout la très forte pression de l'UNAFAM, notamment d'une personne que je ne citerai pas, mais que je vois sur l'estrade, un décret d'avril 2022, il a fallu attendre 17 ans quand même, est venu préciser le contenu de cette prestation au regard de la spécificité de ces personnes. Et de ce point de vue-là, le décret prévoit que le temps d'aide humaine de soutien à l'autonomie, qui vient se surajouter aux 6h05 des actes essentiels de surveillance, peut atteindre 3 heures par jour, soit un crédit temps capitalisable sur 12 mois. Pourquoi un crédit temps capitalisable sur 12 mois? Parce qu'il y a des variations dans les aides humaines à mobiliser. Il y a des moments où la personne va avoir besoin d'un étayage aide humaine important, puis un autre moment où ce sera moins important. Et pour tenir compte de cette variation, on capitalise ce nouveau déplafonnement. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Yves, la CNSA a publié un excellent guide en direction des équipes techniques des MDPH pour attribuer la PCH aide humaine aux personnes en situation de handicap psychique. Ce guide est remarquable parce qu'en plus, il est émaillé d'énormément d'exemples concrets de personnes en situation de handicap psychique, en montrant comment, avant,
cette réforme, il n'avait pas droit à tel dispositif et quelles conséquences ça avait. Et si ce bonus était accordé, comment finalement on pouvait véritablement favoriser l'insertion de la personne en faisant avec elle, en la stimulant, sans faire à sa place. Mais peut-être que Rosine en l'abordera aussi. Troisième élément, et je termine, les groupes d'entraide mutuelle qui ont été inventés là aussi par la loi de 2005. C'est un dispositif de solidarité entre pairs qui consolide l'insertion. Ils ont été créés donc par la loi, financés par l'État, en gestion CNSA. Nous avons aujourd'hui un excellent maillage, il peut toujours être mieux, mais enfin, un bon maillage du territoire avec 750 jeunes qui reposent sur la philosophie du soutien à des pairs, une écoute, un partage d'expérience sur les troubles et le parcours de chacun. Et à travers ce partage, c'est la sortie de l'isolement qui est recherchée, la reconstruction du lien social et du mieux-être pour la personne. Donc au total, et après je passe enfin la parole à la spécialiste, on a droit à une bonne loi qui est plutôt bien fichue, même s'il a été un peu trop plus influencé par l'APF, c'est-à-dire les paralysés, et que les dispositifs d'accessibilité sont quand même très connotés handicap physique et pas handicap psychique. Mais en gros, la loi est quand même bonne. Par contre, dans ses modalités d'application, là aussi, il y a des diables que Rosine ne manquera pas de vous détailler dans l'intervention qui va suivre. Merci de votre intention. Alors, on attend le PowerPoint. Non, c'est toujours Jean-François. Non plus. Ah non, c'est pas moi ça. Bon, on attend la technique. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de traiter très rapidement, puisqu'on a quand même peu de temps et on aimerait laisser un peu de temps pour les échanges, autour de ces 20 ans. Voilà, merci. Les 20 ans de la loi de 2005. Et je vais plus précisément essayer de faire une réflexion de là où nous en sommes aujourd'hui pour l'effectivité des droits des personnes handicapées psychiques au bout de 20 ans de cette loi qui, rappelons-le, est une très grande loi. En résumé, on pourrait dire que c'est la loi handicap. Elle est encore très méconnue par de nombreux acteurs dans le champ de la santé mentale, ce qui est quand même très dommage. Et c'est une loi qui est un véritable levier, comme on l'a dit, pour l'inclusion sociale, pour les parcours de vie des personnes et pour leur parcours de rétablissement. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, 2025, nous fêtons les 20 ans de cette loi de 2005, dont l'intitulé est très intéressant, puisque c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc en réalité, tout est dit dans le titre. Mais nous fêtons également cette année les 15 ans de la ratification par la France de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention internationale est extrêmement importante. Elle ne crée pas de nouveaux droits, mais elle promeut et elle défend les droits fondamentaux des personnes handicapées à égalité des autres citoyens. En ratifiant cette convention internationale, la France a pris des engagements parce que la Convention internationale, dans la hiérarchie des normes dans notre pays, elle arrive en deuxième position juste après la Constitution. C'est-à-dire qu'elle prime sur les lois nationales. Et en ratifiant la Convention, l'État français s'est engagé
à modifier, réviser tous nos textes législatifs, nos textes réglementaires, pour les mettre en conformité avec la Convention de l'ONU et avec justement cette promotion des droits fondamentaux. C'est ainsi d'ailleurs que la France a dû réviser un texte pour permettre aux personnes sous tutelle d'exercer leur droit de vote sans être obligées de passer par l'accord d'un juge, ce qui était le cas encore très récemment et ce qui venait en contradiction totale avec les articles de la Convention de l'ONU. Mais certains articles de la Convention de l'ONU, aujourd'hui, malheureusement, restent toujours bafoués et violés par l'État français. 2025, c'est également un autre événement puisque c'est la santé mentale qui est grande cause nationale et nous verrons quel lien nous pouvons faire entre ces trois événements. Alors, justement, dans cette mise en œuvre de la loi de 2005 pour le handicap psychique, je vais essayer de parler de 4 moments. Il y a eu depuis 2005, en 20 ans, des avancées majeures depuis cette loi. On va voir lesquelles. Mais il y a des difficultés qui perdurent. Nous essaierons de voir ensemble quelques pistes d'amélioration. Et donc, nous verrons aussi quel est le fil rouge aujourd'hui qui doit être celui de tous les combats que nous avons à mener, de tous nos plaidoyers et de toutes nos actions. Alors, la loi de 2005, attendez, voilà, il faut que je me repère bien dans tout, voilà. Cette loi de 2005, quelques rappels de grands principes. Premièrement, elle va donner une définition juridique du handicap pour la première fois. C'est très important, pourquoi? Parce que cette loi de 2005 a créé les MDPH. Les MDPH qui sont des guichets uniques d'accès aux droits, c'est-à-dire d'accès à des aides spécifiques, réservées aux personnes reconnues en situation de handicap, aides spécifiques qui viendront compléter toutes les aides ou les soutiens de droit commun. Donc, évidemment, qui dit reconnaissance du handicap psychique et accès à des aides spécifiques dit que sur l'ensemble du territoire national, il faut qu'il y ait une définition commune et partagée de ce que l'on appelle une situation de handicap. D'où la définition juridique du handicap donnée pour la première fois dans la loi de 2005, sur laquelle nous nous attarderons tout à l'heure. Pour le handicap psychique, c'est extrêmement important, puisque là encore, pour la première fois dans l'histoire, et c'est quand même une première également dans l'histoire mondiale, puisque la France a reconnu pour la première fois l'existence du handicap psychique en inscrivant dans la définition de la loi le mot psychique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a identifié dans la définition du handicap pour la première fois un public particulier afin qu'il puisse accéder à toutes les politiques sociales, médico-sociales, de protection sociale, d'inclusion et d'autonomie. Et ce public, c'est le public des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants. Voilà, c'est ça l'intérêt d'entrer dans la définition de la loi de 2005, c'est-à-dire c'est de faire sortir, ce qu'a dit Déborah, ce qu'a dit Jean-François ce matin, de faire sortir ces personnes qui ne sont plus considérées comme des patients, mais comme des citoyens et des personnes, de les sortir du champ clos de la psychiatrie pour que justement elles accèdent à tous les accompagnements de droit commun et spécifiques portés par tous les acteurs de la cité. Et que c'est le principe même de tout ce qui a été décrit ce matin. Cette loi de 2005 définit le droit à compensation du handicap. La compensation du handicap, ce sont les aides de toute nature apportées à la personne afin que justement elle puisse participer à la vie en société et vivre pleinement sa citoyenneté. C'est ça la définition de la compensation. Et il y en a de multiples des aides, qui soient d'ailleurs, soit le droit est ouvert par la MDPH, soit il n'est pas ouvert par la MDPH, mais d'autres acteurs du droit. Elle définit également le droit à l'accessibilité au sens d'accessibilité universelle.
c'est-à-dire la prise en compte des facteurs environnementaux afin que soient levés tous les obstacles environnementaux qui vont venir entraver l'accès à la participation sociale de personnes qui ont des difficultés liées à un problème de santé. Or, aujourd'hui en France, nous sommes très en retard pour les politiques d'accessibilité, vous le savez, mais surtout, l'accessibilité aujourd'hui en France n'est pensée que pour les personnes avec handicap physique ou sensoriel, alors que des travaux sur l'accessibilité pour les handicaps liés à des altérations des fonctions mentales, cognitives et psychiques existent déjà. Je rappelle quand même que j'ai participé avec d'autres acteurs comme le professeur Christine Passerieux et autres à la rédaction de la première fiche du CERTU, qui est devenu le CEREMA, c'était en 2013, donc vous voyez, ça fait un bail, sur quelles pistes pour l'accessibilité des handicaps mentaux, cognitifs et psychiques, pour l'aménagement des espaces publics, des espaces recevant du public d'ailleurs, pour l'aménagement des villes, de la cité, etc. Tout cela aujourd'hui est oublié et resté dans l'impensé des politiques publiques. Cette loi de 2005, elle instaure également, puisqu'elle dit dans un article, le droit à la solidarité nationale pour les personnes handicapées. Elles ont droit à la solidarité nationale de l'ensemble des citoyens. Et donc, c'est très important parce que c'est une politique, la loi de 2005, qui instaure aussi la primauté de la solidarité nationale sur la solidarité familiale. Or, aujourd'hui, on voit parfois des reculs avec une tentation, effectivement, de faire à nouveau porter encore plus qu'auparavant sur la solidarité familiale la charge, c'est un mot qui n'est pas très bien, mais enfin, c'est ainsi que c'est perçu, de l'accompagnement et même des soins, parfois, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et enfin, l'article 2 de la loi n'est pas quand même anodin, puisqu'il signale que l'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. Article 2. Donc, maintenant, voilà. Ah non, je suis allée un petit peu vite, j'ai du mal aussi avec ce... Je suis comme Jean-François, moi je suis pas... Voilà. Alors ça, c'est le grand principe de la loi du 11 février 2005. Comme je vous l'ai dit, l'autre élément très important dans les grands principes, c'est la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui, je le rappelle aujourd'hui, est notre fil rouge, puisque c'est ça qui vient consacrer l'approche du handicap par les droits. Nous ne sommes plus dans une approche du handicap qui serait, comme elle était au XXe siècle, il y a quand même fort longtemps maintenant, une approche médicale, c'est-à-dire centrée sur les troubles de la personne uniquement, ni sur une approche fonctionnelle, donc sur ses difficultés à fonctionner dans le quotidien, ni même sur une approche environnementale qui voudrait donner la primauté à l'environnement de la situation de handicap. Nous sommes aujourd'hui dans une approche par les droits. Et une approche intégrée qui va mêler à la fois l'approche bio, psychosociale, médicale et environnementale pour considérer justement ce que disait très bien Déborah ce matin, cette approche par la transversalité. Et puis, bien entendu, dans les grands principes, eh bien, il faut le dire, depuis 2005, s'est répandue à travers la France cette question du rétablissement en santé mentale avec la notion de parcours de vie. Je rappelle quand même que l'ANAP, en 2011, avait fait une expérimentation sur les parcours en santé mentale et que la responsable de l'ANAP, en 2011, dans un colloque de restitution, disait « Parler de parcours en santé mentale aujourd'hui est un tour de force ». Tout cela pour vous montrer qu'en 2025, ce n'est plus un tour de force. Et pour vous montrer quand même que de grands progrès ont été faits dans les concepts et dans la vision que nous avons à la fois des parcours de vie et de santé des personnes en situation de handicap et en particulier de celles dont le handicap est lié à des troubles psychiques. Donc là encore, il y a de très grands progrès. Et nous avons un changement de paradigme qui est total et on ne pourra pas revenir en arrière à ce sujet. Alors maintenant, la loi de 11 février 2005, juste un mot justement sur cette définition du handicap, parce que pour bien comprendre aujourd'hui ce qu'est la politique du handicap et l'accès au droit handicap aujourd'hui en France, il faut partir de cette définition qui dit que constitue un handicap au sens de cette présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En quelque sorte, le handicap psychique, ce sont les limitations d'activité, donc les difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne, qui vont entraîner des restrictions de participation à la vie en société, telles que des difficultés à avoir un logement et s'y maintenir, à avoir un emploi, faire des études, à avoir une vie sociale, familiale, etc., des activités de toutes sortes. Et donc, le handicap psychique peut se définir aujourd'hui comme le désavantage social qui résulte des retentissements de la maladie sur les activités d'une personne et des conséquences d'obstacles environnementaux, puisque là, les obstacles environnementaux sont très prégnants. C'est très intéressant de faire ce focus sur la définition du handicap, parce que vous voyez que l'entrée dans le champ du handicap, aujourd'hui en France, se ferait par l'altération de fonction, ce qu'on appelait avant la déficience, et que tous les éléments concernant la déficience ou l'altération de fonction vont être fournis en priorité par les acteurs du monde médical, par le certificat médical, par le médecin et par le personnel soignant. Et que si ces indications ne sont pas fournies et très bien détaillées, la MDPH aura beaucoup de difficultés déjà à bien identifier l'entrée dans le champ du handicap et la nature des troubles et des difficultés. Évidemment, la définition du handicap se fait aussi par les limitations d'activité, c'est-à-dire quels sont les retentissements, parce que ce n'est pas le diagnostic qui fait le handicap, ce n'est pas la pathologie qui fait le handicap. Et donc, il faut des informations extrêmement précises sur les retentissements en termes de difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne et sur les restrictions de participation à la vie en société. Et ça, c'est ça le travail de la MDPH. La MDPH ne travaille pas sur les capacités de rétablissement de la personne. Attention! Si on veut accéder, c'est bien ça qui est compliqué, si on veut accéder à des aides spécifiques qui vont pouvoir soutenir le parcours de vie de la personne et son parcours de rétablissement, il va falloir s'adresser à la MDPH en insistant dans le dossier de demande sur les difficultés de la personne et non pas sur ses capacités. Parce que si on décline ses capacités, les acteurs à la MDPH vont dire « bon ben ça va, la personne se débrouille bien, elle a plein de capacités, bon elle n'a pas besoin de soutien » et on ne lui ouvrira pas des droits à des compensations. Donc vous voyez, il faut être bien conscient de cela. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de capacité, ça ne veut pas dire qu'elle a des capacités ou même qu'elle a mis en œuvre et qu'elle a progressé dans son autonomie de vie, mais si on l'énonce comme ça à la MDPH, eh bien ce sera très compliqué d'accéder à ces droits à compensation. Donc, il faut bien insister, quand on fait les demandes à la MDPH, sur les besoins d'aide, de soutien, de sollicitation, d'incitation, de stimulation, de guidance, d'accompagnement des personnes pour réaliser les activités. Parce que c'est ça, c'est cette identification de ces besoins qui va conditionner à la fois la fixation d'un taux d'incapacité pour ouvrir droit à certaines prestations, mais également l'accès à différents droits, comme la PCH, mais comme la H, comme tous les droits finalement à compensation. Et il faut rappeler que ces droits sont extrêmement importants pour servir les parcours de vie et les parcours de rétablissement des personnes. Alors, depuis 2005, on fait un double constat, effectivement. Ce double constat, c'est qu'il y a des avancées, mais également des difficultés à la mise en œuvre. Alors, des avancées majeures, il y en a énormément, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les citer toutes. Il y a eu une somme considérable, parce que quand en 2005 on a reconnu le handicap psychique, c'était très bien, mais c'était quoi finalement? Ça veut dire quoi? De quoi s'agit-il? Comment on l'évalue? Sur quelles altérations de fonction mentale on s'appuie pour identifier les difficultés à fonctionner dans la vie quotidienne? Comment on objective? Comment on accompagne? Tout cela il fallait travailler là-dessus. Et donc vous avez une foule de chercheurs de tous bords, à commencer par Jean-Yves, qui est ici assis à côté de moi, qui a finalement été l'un des premiers à lancer une recherche-action qui est toujours de très grande actualité sur l'évaluation des situations de handicap d'origine psychique par les MDPH en 2008. Et ça a été suivi d'un nombre considérable d'études, de recherches, de rapports, de guides, etc., de tous bords. Ensuite, des avancées majeures dans le développement des réponses dédiées par les acteurs, justement, des champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux.
Mais aussi un point très important sur lequel je vais justement faire un petit focus, c'est qu'une des avancées majeures, ça a été de pouvoir bien identifier de façon précise, grâce évidemment aux chercheurs qui ont travaillé avec nous, je nommerai le professeur Christine Passerieux, l'équipe du professeur Proutot, entre autres, mais il y en a bien d'autres, le docteur Isabelle Amadou, enfin des tas de chercheurs, qui avec nous, disons, associations représentant les personnes et les familles, on a pu donc, avec ces chercheurs, mettre en évidence et objectiver des fonctions cognitives très importantes qui perdurent et qui vont être à l'origine de difficultés à réaliser des activités dans la vie quotidienne. Et ces fonctions cognitives, ces troubles cognitifs, figurent pour la première fois, depuis toujours, dans un texte législatif français. C'est-à-dire que dans le décret PCH d'avril 2022 dont Jean-François vous a parlé, on a inscrit pour la première fois, on a identifié pour la première fois les troubles cognitifs qui sont à l'origine, de manière transversale, chez les personnes qui ont des altérations des fonctions mentales, cognitives et psychiques, des difficultés à réaliser des activités quotidiennes, en faisant le lien entre ces altérations de fonctions cognitives et ces difficultés à fonctionner dans le quotidien. Je veux parler des fonctions de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, en particulier de la cognition sociale et de la métacognition, en mettant également en évidence l'extrême vulnérabilité au stress, à l'environnement, à l'anxiété, de tout un public très large qui dépasse d'ailleurs simplement le public qui vit avec des troubles psychiques, mais toutes les personnes qui ont des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, que ce soit TSA, trouble du développement intellectuel, TDAH par exemple, et les personnes qui vivent avec une lésion cérébrale acquise. Donc c'est extrêmement important d'avoir mis ça dans un décret parce que ça met fin à une discrimination et c'est écrit dans un texte réglementaire. Et chose très intéressante, c'est que c'est ces mêmes fonctions cognitives, ces mêmes altérés, ces mêmes troubles cognitifs qui aujourd'hui figurent sur le descriptif du centre de ressources de la réhabilitation psychosociale, parce que c'est ces mêmes troubles cognitifs qui sont la cible de soins de réhabilitation psychosociale dans le sanitaire et qui vont être la cible des accompagnements sociaux par les acteurs du social, du médico-social, des SAVS, des SAMSA, des SAD, etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Et ce travail d'objectivation, il a apporté un progrès significatif dans la lutte contre la stigmatisation et les préjugés. Ça veut dire que les personnes ne sont pas directement, leurs difficultés ne sont pas directement explicables par un manque de volonté ou par l'environnement social, mais les difficultés qui entravent leur parcours de rétablissement peuvent être réduites par des soins et des accompagnements spécifiques. Et donc, l'équité devant la loi justifie une amélioration de l'accès au droit à compensation pour ces situations de handicap. Je cite le professeur Passerieux qui dit que la publication de ce décret d'avril 2022 marque un progrès dans l'action sociale et médico-sociale pour les personnes handicapées psychiques. On mesure là l'impact social de la science. Et elle continue en écrivant « Les apports des neurosciences en psychiatrie constituent un tournant majeur dans la compréhension des particularités et des difficultés que rencontrent les personnes concernées. Pour les professionnels de la psychiatrie et de l'accompagnement, c'est un changement de paradigme et une révolution conceptuelle qui aura des impacts sur les pratiques soignantes et d'accompagnement. » Donc voilà ces avancées majeures. Il y en a beaucoup d'autres, mais Jean-Yves me presse. Alors maintenant, dans les difficultés et les constats de difficultés dans l'accès aux droits, nous avons effectivement l'accessibilité qu'atteint impensée et la compensation des inégalités territoriales. Il y a deux types de difficultés aujourd'hui pour l'accès aux droits à compensation. C'est premièrement une situation, la MDPH évalue correctement la situation, elle ouvre les droits, elle fait un plan personnalisé de compensation, mais la mise en œuvre après ne se fait pas. Parce que la MDPH ouvre des droits, mais ce n'est pas elle qui va créer les places de SAMSA, de SAVS, de foyers de vie, de FAB, de foyers d'hébergement, des AT, etc. Ce n'est pas elle qui va payer la H, ce n'est pas elle qui va payer la PCH.
c'est le département. Et donc, la mise en œuvre, parfois, est difficile. Et donc, nous avons parfois des carences, et souvent d'ailleurs, de réponses. Il y a des dispositifs performants sur l'ensemble du territoire national, mais malheureusement, ils ne couvrent pas tous les besoins. Il y a de grandes inégalités d'accès et des difficultés à mettre, par exemple, en œuvre la PCH et du Maine, parce que c'est le département qui paye la PCH en majorité. Et les finances des départements ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, il y a certains départements aujourd'hui en France qui carrément ne mettent pas en œuvre le décret PCH d'avril 2022. Ils disent « Ah mais non, nous on ne peut pas, on n'a pas les financements ». Et donc on a là maintenant des personnes handicapées psychiques ou autres qui se retrouvent comme variables d'ajustement des politiques financières de certains départements. Mais il y a aussi le fait que la MDPH bien souvent va sous-évaluer la situation, va rejeter des demandes ou n'ouvrira pas les droits à hauteur des besoins. Et donc on peut avoir des rejets d'AH, des rejets de PCH, malgré donc les critères qui ont été révisés. Donc, améliorer la démarche d'accès aux droits. Ça, c'est très important de bien comprendre comment ça fonctionne, parce que dans cette salle, vous êtes tous concernés. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. D'abord, la démarche d'accès aux droits MDPH, quand on vit avec des troubles psychiques, c'est pas simple, hein. C'est une démarche compliquée, c'est une démarche parfois douloureuse, et il faut vraiment savoir présenter cette démarche-là en positif. Il faut déstigmatiser l'accès à la MDPH. Il faut arrêter de dire que c'est une horrible étiquette, pas du tout. Il faut présenter ça comme une porte d'accès à des soutiens pour soutenir le parcours de vie et le projet de rétablissement. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. On ne peut pas décréter qu'on va faire un parcours de vie, un rétablissement, etc. Il faut des soutiens. Et parfois, il faut mobiliser des aides spécifiques. Elles existent. Au titre de la solidarité nationale, il n'y a aucune honte à aller demander d'accéder à ces droits inscrits, ouverts par le législateur. Donc il faut accompagner la personne et lui présenter, prendre du temps, lui présenter la démarche de façon positive. Pour cela, il faut utiliser les bons outils. Malheureusement, on a deux formulaires CERFA, le certificat médical et le formulaire de demande, qui sont absolument obligatoires, mais pas du tout suffisants pour les personnes handicapées psychiques. Et donc il faut vraiment utiliser les bons outils de recueil de données. Et donc, je vais un peu vite parce que je suis bousculée, mais la transmission des informations dans le dossier de demande à la MDPH, c'est central. C'est central, parce que c'est en partie ça qui va conditionner une bonne évaluation et qui va conditionner l'ouverture de droits ou le rejet de droits. Et donc la transmission des informations, et ça c'est la recherche-action de Jean-Yves qui l'avait prouvé, les informations émanent de trois sources: la personne elle-même, l'équipe soignante, pas que le médecin, et l'entourage familial et professionnel, social et médico-social. Et donc il faut vraiment que ces trois regards croisés puissent apporter leurs informations et leurs observations. Tout cela est tout à fait possible, mais évidemment pas uniquement via les deux CERFA. Il faut utiliser et s'appuyer sur des outils complémentaires qui existent évidemment, qu'on a développés. On a même travaillé depuis 2017, vous vous rendez compte comme on est patient, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a élaboré, nous, associations avec les scientifiques, de manière transversale et la CNSA, un questionnaire complémentaire au volet 3 des MDPH. Je vous ai mis le lien parce que vous pouvez le trouver sur le site des MDPH qui l'ont expérimenté. Il est tout à fait remarquable, mais il est bloqué depuis 2 ans dans les tiroirs du ministère, de manière incompréhensible, si ce n'est évidemment peut-être une volonté de ne pas ouvrir trop rapidement des droits aux personnes concernées. Enfin, moi, c'est mon interprétation, parce qu'à un moment, il faut quand même... Voilà. Et puis ensuite, on a des guides. Par exemple, j'ai rédigé justement, par exemple, un guide d'aide pour construire un dossier de demande de PCH et du Maine qui peut servir pour toutes les demandes MDPH, et un questionnaire complémentaire, et je vous ai mis aussi le lien pour le trouver. Donc voilà le certificat médical que tout le monde connaît, qui est extrêmement important, je le rappelle, parce que c'est la pièce
une des pièces primordiales. La MDPH va s'appuyer sur les informations du certificat médical. Et donc, et c'est compliqué pour un médecin de remplir bien le certificat médical MDPH, parce qu'il ne sait pas forcément ce que la MDPH attend de lui. Et en plus de ça, c'est un piège en plus, parce que dans le certificat médical MDPH, il y a une partie qui est en quelque sorte un questionnaire d'autonomie. Le médecin ne sait pas que dans les cases qu'il va cocher en questionnaire, en réalité, c'est la grille d'éligibilité à la PCH. Et que s'il coche les cases A et B que la personne fait seule ou à peu près seule, bon, ben c'est cuit, la MDPH n'ouvrira pas les droits. Donc, et qu'on ne lui dit pas, un peu plus de 3 minutes, s'il te plaît, on ne lui dit pas que si il y a besoin de sollicitation, d'incitation, de stimulation, etc., il faut cocher la case C. Personne ne lui dit. Donc, oui, il dit, vous l'avez tout seul, dit oui, dit la personne. Bon, il met A, même s'il y a besoin de stimulation. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est des pièges. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais voulu dire? Voilà, améliorer l'évaluation. Alors, améliorer l'évaluation, parce que tu me bouscules, et alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, on va revenir dans le débat, mais améliorer l'évaluation, il y a des problèmes récurrents à la MDPH, évidemment. Pour quelques pistes, c'est améliorer la transmission des informations. Tous dans la salle, vous êtes concernés. Tous. Ou de n'importe quelle que soit votre position. Vous êtes un élément, vous êtes une pièce qui peut apporter des informations d'une manière ou d'une autre pour améliorer l'évaluation. Évidemment, je passe sur les problèmes d'éligibilité et tous les outils qu'il faudrait réviser, mais ça, c'est autre chose, hein, des textes réglementaires à réviser, puisqu'ils sont souvent pensés à l'aune des handicaps physiques et ne prennent pas en considération les spécificités du handicap psychique. Il y a même des textes de droit commun, j'en parlais avec Marie l'autre jour récemment, les textes sur l'aide à la vie partagée, par exemple, les cahiers des charges, eh bien, ils ne sont pas adaptés à toutes les situations de handicap psychique. Par exemple, il y a des tas de choses à réviser. Les décisions, évidemment, l'application des droits. Là, on attend encore une fois que les droits soient appliqués. Il y a des évolutions réglementaires très importantes. Par exemple, on a instauré les droits à vie pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable. Dans le handicap psychique, il y en a des tas. Des gens qui sont à un taux de 80 depuis 25 ans et qui sont tout à fait inaptes à tout travail. Pourquoi les obliger à demander tous les 3 ou 4 ans le renouvellement de leur AH alors qu'ils peuvent avoir les droits à vie? Donc voilà, mais il faut appliquer tout cela. Bien. Alors maintenant, ce que je voulais dire, pour une effectivité des droits. Voilà, pour une effectivité des droits, il faut lever les obstacles environnementaux, institutionnels, réglementaires, qui sont autant de freins à l'accès aux droits. Parce qu'il y a énormément de carences de l'offre sociale et médico-sociale, et ça nous fait mal, parce que sur le territoire national, il y a des acteurs extraordinaires. Dans tous les champs, que ce soit dans le sanitaire, dans le social, dans le médico-social, il y a des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui savent comment accompagner au mieux les personnes, et d'ailleurs des personnes parfois dont on se dirait « Oh là là, cette personne-là, peut-être qu'il faudrait envisager un FAM, une masse », et finalement, quand tout se coordonne en transversalité, comme l'a dit Déborah, avec des acteurs qui mutualisent leurs compétences, comme elle l'a bien exprimé, et je vois certains acteurs dans la salle, je ne vais pas tous les nommer, mais je nommerai quand même le dispositif Habitat Côté Cour au Havre, qui est un modèle absolument extraordinaire, mais pourquoi il n'est pas dupliqué partout? C'est le seul qui a un SAD spécialisé santé mentale en France. On en veut partout, dans tous les territoires, vous voyez. Mais ils arrivent quand même, eux, à offrir un habitat et un accompagnement, une vie digne, etc., tout ce que l'on veut, à 340 personnes sur la ville du Havre. Pourquoi ça n'est pas dupliqué ailleurs? Donc ça, vraiment, il faut vraiment développer tout ça. Parce que je rappelle, le lien avec le PTSM, il est là, vous l'avez sous les yeux, c'est le décret de 2017 d'il y a 8 ans, qui dit bien qu'il faut effectivement qu'il y ait un accès le plus précoce possible aux soins, notamment de réhabilitation, mais je rappelle que la réhabilitation n'est pas que le fait du sanitaire. Hein? Les acteurs du social, du médico-social, ils font de la réhabilitation. Ce n'est pas le précaré de la psychiatrie. Et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux. Donc, effectivement, tout cela est très important. Alors, nous attendons, et je vais en terminer là-dessus, Jean-Yves, nous attendons bien sûr
un sursaut, parce que le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, dans son tour de France des PTSM 2024, fin 2024, constate et écrivent qu'un des angles morts des PTSM en France, c'est l'inclusion sociale et citoyenne des personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques, franchement, ça devrait provoquer un électrochoc, un sursaut. On ne le voit pas, ce sursaut. Donc, nous attendons que la grande cause nationale santé mentale soit l'occasion de ne plus laisser le handicap psychique et l'inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques dans l'angle mort des politiques publiques d'inclusion, de protection sociale et d'autonomie. Il faut donc une volonté politique de mettre en œuvre la loi de 2005, d'appliquer la CDAPH pour toutes ces personnes dont le handicap est lié à des altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques, et donc d'entrer dans une démarche qui reconnaît et qui prend effectivement en compte les droits des personnes au sens des droits de l'homme. Comme le dit Anne Caron d'Église, il faut penser enfin les patients usagers et évidemment pas qu'eux, mais les familles et les professionnels, comme des citoyens et des personnes qui sont aux prises avec un environnement institutionnel et politique en partie responsables de la dimension handicapante de leurs troubles. Et pour terminer, je dirais que vraiment, si nous avons un travail à faire et à développer tous autant que nous sommes, c'est dans le droit fil de ce qu'a dit Déborah ce matin et de ce qu'a dit Jean-François, de faire tous nos efforts pour développer cette nécessaire collaboration de tous les acteurs, entre autres la MDPH, et comme Marie Delarocque de Côté-Court l'explique très bien, que chacun devienne proactif et apporte quelque chose à la collectivité. On n'est pas seulement en attente de la MDPH, mais on a tous aussi à contribuer au bon fonctionnement des MDPH et des autres. Et ce qu'il faut faire, justement, et bon, ce qu'il faut faire, mais on le voit sur le terrain, quand on arrive à tisser un réseau de soutien à la personne pour justement mettre en œuvre des réponses personnalisées à ses besoins, etc., eh bien, on fait en sorte qu'elle accède à ses droits. Et c'est ça, les leviers de son parcours de vie, de son parcours de santé et de sa citoyenneté, parce que le maître mot, il est là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut ce fil rouge qui guide les pratiques, qui guide les actions. Voilà, j'ai été un peu longue, excusez-moi, mais voilà. Merci beaucoup, Roselyne, c'était très clair. Et excuse-moi de t'avoir pressé, mais... Parce qu'après, le sujet est vaste, et après, comme je suis bavarde, on n'aurait pas le temps de manger. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu l'idée, c'est que en explicitant les enjeux aujourd'hui de la loi 2005, eh bien, on faisait le lien avec le processus de citoyenneté que l'on retrouve aussi bien dans les PTSM que dans les organismes et les dispositifs citoyens comme les groupes d'entraide mutuelle et les CLSM. Parce que si on veut que cette participation se fasse de manière de plus en plus forte, que les personnes récupèrent leur destin et leur projet de vie, encore faut-il et fallait-il expliquer, comme tu l'as fait, Roselyne, les possibilités nouvelles d'accéder à ces droits. Et cet axe d'accès aux droits nous paraît essentiel, c'est celle de la Convention de l'ONU, mais on voit toute l'efficacité concrète que cela peut avoir lorsque on articule, Déborah, les conseils locaux, Jean-François, les PTSM, avec une conception générale des politiques sociales. Alors, il nous reste quelques temps, on va quand même au moins une dizaine de minutes pour que vous preniez la parole. Je sais qu'il y a des gens qui sont très pertinents sur cette question-là. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être passer le micro, tout simplement. Oui, donc Marie-Christine Pillon du département du Rhône. Je voulais juste m'adresser à
à Jean-François par rapport effectivement à ce qu'il a expliqué sur les grands éléments de la loi de 2005. Il me semble qu'il y a un autre élément qui est important que vous n'avez pas cité, c'est la création des SAMSA. Parce que la création des SAMSA, ça a permis effectivement, me semble-t-il, en tout cas sur notre territoire, on l'a bien perçu, c'est la question de le fait que dans un SAMSA, il y a effectivement une partie sanitaire. Ça a permis effectivement un rapprochement entre le médico-social et le sanitaire. Et sur les territoires, on voit bien comment une association, par exemple, qui gérait un SAVS, un service de foyer de vie, par exemple, mais qui a pu, grâce effectivement à la création des SAMSA, avoir un SAMSA, ça a permis effectivement un lien avec le sanitaire, avec l'hôpital psychiatrique, parce que très souvent, les psychiatres qui interviennent dans les SAMSA sont souvent des praticiens hospitaliers qui effectivement interviennent. Ça a permis un rapprochement qui, sur le territoire, a permis vraiment un changement important dans la transversalité. Mais, chère madame, les SAMSA ne relèvent pas de la loi de 2005, elles relèvent de la loi du 2 janvier 2002. J'en sais quelque chose, c'est moi qui l'ai écrite. Et c'est moi qui ai fait le texte sur les SAVS et les SAMSA, qui a écrit le texte, etc. Ceci dit, ce que vous avez dit sur l'utilité de ces services et ces équipes mobiles dans le cadre d'une meilleure insertion et inclusion sociale des personnes handicapées est tout à fait juste. Mais il ne faut pas se tromper de législation. Il y a une loi sur les institutions et puis il y a une loi sur les personnes. On peut le regretter. On aurait pu fusionner les deux législations. Mais il se trouve que c'était dans la boutique d'à côté que se sont traités les SAMSA et les SAVS. Allez-y. Il se trouve que nous avions fait un guide sur les SAMSA Psy, justement, qui était... tu avais participé aussi, d'ailleurs, je me semble, en 2011. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je suis Madame Chantal Janin, vice-présidente à l'association GRIM, et je voudrais parler pour la PCH, parce que je voudrais savoir comment les MDPH décident de donner la PCH à quelqu'un qui a une souffrance psychique et qui se base sur l'âge ou la naissance de la personne. Parce que ça veut dire que la personne, elle n'a jamais la PCH, quoi. Voilà. Sur quoi il se base? Ah ben, là, je ne peux pas vous répondre en détail parce que je fais des formations d'une journée sur le sujet, donc vous voyez que c'est vaste. Il se base sur le texte réglementaire. C'est un texte qui s'appelle l'annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles, qui est le référentiel d'accès à la PCH. Et il se base sur ce qu'on appelle une grille d'éligibilité, c'est-à-dire il y a 20 activités qui sont bien définies précisément et il faut avoir une difficulté absolue ou 2 difficultés graves à réaliser ces activités de la grille d'éligibilité pour être éligible à la PCH en général. Mais après, il faut à nouveau passer une barrière d'éligibilité pour accéder à l'élément aide humaine de la PCH. Et là, c'est une difficulté absolue ou 2 graves à réaliser 7 actes essentiels de l'existence, je vous le dis: toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement dans le logement. Et on a fait rajouter en 2022 la réalisation des tâches multiples et la maîtrise de son comportement, dont la gestion du stress, la capacité à faire face à un imprévu, à la nouveauté. Et donc, grâce à l'ajout de ces 2 activités maintenant qui correspondent justement à des troubles cognitifs bien identifiés, il y a beaucoup plus de personnes handicapées psychiques qui devraient pouvoir bénéficier de la PCH. À condition, là encore, 2 conditions. Il faut que toutes les informations soient bien fournies dans le dossier de demande, parce que si ce n'est pas fourni, eh bien la MDPH ne peut pas deviner. Parce qu'avec un même diagnostic d'une personne à l'autre, les retentissements sont totalement différents, tout à fait hétérogènes. Et en plus, c'est variable dans le temps. Donc, si les informations ne sont pas fournies très précisément, la MDPH ne peut pas faire le travail. Si c'est fourni très précisément, que le dossier est très bien rempli, corroboré par le certificat médical, et qu'il y a un refus de PCH, alors il faut faire un recours, qu'on appelle un RAPO,
recours administratif préalable obligatoire. Si ça ne marche pas, il faut aller au tribunal. Donc voilà, c'est la raison mais c'est un parcours difficile. Et c'est la raison pour laquelle remplir un dossier de demande MDPH, quelle que soit la demande, mais en particulier PCH aide humaine, c'est un long travail. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps, c'est long, il faut être initié carrément. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé un guide d'aide à la construction du dossier de demande de PCH aide humaine, avec en plus, en annexe, une trame de questionnaire pour aider la personne, son entourage, tant familial que professionnel, à savoir quelles informations fournir et comment le remplir. Là encore, je sais que nous sommes aux Journées de Santé Mentale France et qu'on parle beaucoup de capacité de réhabilitation, etc. Il y a des mots qu'il faut éviter quand on s'adresse à la MDPH. On ne dit pas « oh là là, je suis sur le parcours du rétablissement, nani naner, j'ai gagné en capacité ». Non, 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 tout ça on le gomme, on ne le dit pas. Si on veut accéder à ses droits, surtout à la PCH aide humaine. D'accord ? Voilà, j'ai essayé de répondre rapidement, mais c'est compliqué. Non, c'était très bien, mais j'ai une question. Je m'appelle Diane Rubin, je suis médiateur santé-père dans un établissement médico-social dans le nord du Beaujolais. Et je suis attachée au SAVS et sur les actes. Notamment, vous avez parlé tout à l'heure du certificat médical, du CERFA certificat médical, qui doit être extrêmement bien rempli et motivé, on va dire comme ça. Mais souvent, les médecins, des personnes concernées ou qu'on accompagne, quand ils reviennent seuls et pas accompagnés, reviennent avec un certificat médical qu'on ne peut pas envoyer à la MDPH parce que vous parliez des questionnaires, ils s'habillent. Vous savez, le questionnaire dont vous avez parlé, effectivement, ce n'est pas documenté comme ça et on a eu des refus. Du coup, quel conseil vous pourriez me donner, puisque je suis attachée à ce parcours de soins et d'aide à la personne pour dialoguer et négocier avec et sensibiliser le médecin pour lui expliquer que la MDPH, c'est une administration. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil ? C'est difficile parce que, je vous dis, le médecin, lui, on ne peut pas lui jeter la pierre puisqu'on lui demande de remplir un document, il ne sait même pas trop, il ne sait pas en vérité. Bon, donc, peut-être soit d'accompagner la personne si elle en est d'accord et si le médecin en est d'accord et d'expliquer au médecin à quoi va servir ce certificat médical et quelle est la conséquence du remplissage du certificat médical et de dire, bah oui, la personne par exemple, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'accompagnement pour réaliser telle activité. Donc il faut cocher la case C, mais pas le A et le B. Vous voyez, des choses aussi simples. Et si le psychiatre nous dit, parce que voilà, nous dit, c'est pas à moi de le faire, c'est au médecin traitant. Eh ben, dans ce cas-là, il faut faire remplir le certificat médical par le médecin traitant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, d'accord, plus un certificat médical. De toute façon, je vais vous dire, le questionnaire d'autonomie pour les personnes handicapées psychiques, en réalité, c'est surtout à la personne et à son entourage de le remplir. Puisque, en réalité, ce qu'on demande à faire, c'est un diagnostic fonctionnel du quotidien. Comment la personne fonctionne dans son quotidien du matin au soir, comment ça se passe. Bon, le médecin, lui, va pouvoir renseigner sur la nature des troubles, sur la pathologie, sur les traitements, sur les effets secondaires des traitements, sans oublier évidemment aussi éventuellement les problèmes somatiques, parce que souvent, quand c'est rempli en psychiatrie, on ne pense pas forcément à renseigner sur les difficultés somatiques de beaucoup de personnes. Donc déjà ça, si c'est parfaitement bien rempli, et dans le volet 3 du certificat médical, comme je vous l'ai dit, qui est toujours bloqué au ministère, et qui a été travaillé pour le coup par des médecins psychiatres comme le professeur Passerieux et d'autres, il y a des informations complémentaires sur les troubles cognitifs, justement. Fonction exécutive en particulier, puisque c'est quand même central, vous voyez. Donc si le médecin, parce que pour lui-même, c'est pas facile de le remplir. Vous voyez, il ne faut pas lui jeter la pierre. C'est pas... Merci. André ? Oui. En 2005, j'étais pas en retraite et professionnel dans le champ du handicap psychique. Je ne le savais pas encore, puisque la loi ne m'autorisait pas à le dire. Mais bon. Et j'étais très content de voir cette loi et de voir la création des MDPH. Aujourd'hui, on est dans une phase d'anniversaire. Peut-être qu'il serait aussi intéressant de s'interroger sur les effets
pervers de la loi de 2005. La MDPH, à l'époque où tous les ministères parlent des simplifications administratives, le petit échange qui vient d'avoir lieu montre qu'on est complètement à l'envers. Et l'inégalité qu'il y a d'un département à l'autre, c'est quand même, Roselyne, tu l'as soulevé toi-même, une vraie problématique. Est-ce qu'on n'a pas à se mettre en réflexion sur quand même le système lui-même, qui est un système où quand il faut 2 ans pour obtenir l'accès à un droit, est quand même un système qui parfois marche en envers. Oui, alors attention. Simplification, parce que en ce moment, je vous le dis, le ministère en ce moment a fait ce qu'ils appellent, c'est à la mode, une task force, voyez, pour la simplification des démarches de l'usager à la MDPH. La grande crainte que nous avons, c'est que au motif d'une simplification, on aille vers un recul des droits. Et ça, ce serait terrible. Simplification dit amélioration. Il ne s'agit pas de simplifier le dossier de demande en disant on va faire une demande en 2 pages, parce que la MDPH, là, pour le coup, elle n'aura plus aucune information. Il s'agit de mettre en œuvre et de diffuser les bons outils aux bonnes personnes pour les bonnes situations de handicap. Quand on a des outils comme les CERFA aujourd'hui, qui sont inadaptés au handicap psychique, et nous l'avons dit dès 2017. Moi, j'ai participé à tous les travaux de rédaction de ces 2 CERFA. Ça a duré de 2014 à 2017. Pendant 3 ans, j'ai demandé à tous les ministères, etc., la CNSA, c'était Bernadette Moreau et tout, je leur ai dit, il faut un volet 3 du certificat médical, puisqu'il y a un volet 1, déficience auditive, un volet 2, déficience visuelle. Donc, on m'a fait toutes les promesses, bien sûr, mais ça n'engageait que moi qui les écoutais. Et donc, quand il est sorti, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de volet 3. Et il y avait un certificat médical qui n'est pas du tout, qui nous revient en boomerang, qui ne facilite pas l'accès aux droits. Et donc, nous, on est allé voir directement la ministre à l'époque pour lui dire on ne peut pas valider ce document parce qu'il ne permet pas à une grande partie des personnes en situation de handicap psychique dans les MDPH, c'est 25 à 30% des dossiers. Il ne permet pas de fournir les bonnes informations pour évaluer correctement. C'est quand même incroyable. Et donc, elle a dit, elle a reconnu, elle a lancé un groupe de travail immédiatement à piloté par la CNSA, en passant par le CNCPH. Et donc, on a réuni un groupe de travail transversal extraordinaire autour des altérations de fonction mentale, au sens de la CIF, avec toutes les associations donc, et les scientifiques pour troubles psychiques, troubles du neurodéveloppement, lésions cérébrales acquises. On a bossé sous l'égide de Frédéric Tallier, qui était à l'époque à la CNSA, qui a fait un travail remarquable avec les scientifiques, et on a réussi à trouver les en commun de toutes ces situations en termes d'altération de fonctions qui ont des retentissements pour limiter les activités de la vie quotidienne. Tout ça, ça a été identifié. Ça a été élaboré dans un volet 3 du certificat médical qui a été testé une première fois en 2019. Les médecins qui l'ont testé nous ont dit c'est formidable. La première partie sur les troubles, on peut tout à fait bien la remplir, mais la seconde partie sur les retentissements dans la vie quotidienne, nous, on ne sait pas. C'est la personne, son entourage qui doivent la remplir, cette partie. On a dit d'accord, on va remanier le formulaire, et puis voilà. Quand, après le décret PCH 2022, le ministère a dit « Oh, ben c'est formidable, puisqu'il y a maintenant le volet 3 du certificat médical. » On lui a dit « Mais Madame la ministre, détrompez-vous, il est toujours dans les tiroirs de la CNSA, il n'est pas diffusé. » Comment ben on va reprendre le travail et le finaliser et le diffuser. Il a été expérimenté dans 5 MDPH de France qui ont donné toute satisfaction. Ils ont dit c'est formidable ce truc-là. Maintenant, enfin, on a des dossiers bien renseignés. Ça, c'était 2023. Normalement, il devait être diffusé immédiatement. Il n'est même pas cerfatisé. Ah non, la DGCS le bloque dans ses tiroirs depuis 2023. Depuis 2023, nous écrivons des courriers. Nous demandons instamment à ce qu'il soit diffusé au titre du respect de la Convention de l'ONU. Vous voyez, puisque j'ai moi-même mené la réclamation collective qui a condamné la France pour violation des droits des personnes handicapées. Eh bien non, ça ne bouge pas. Et donc, c'est pourquoi je vous l'ai mis, parce que les MDPH qui l'ont testé, elles en sont tellement contentes, Jean-Yves,
qu'elles l'ont mis sur leur site internet, à la disposition de tout un chacun. Donc si vous tapez MDPH de l'Oise, questionnaire complémentaire handicap psychique, vous tombez sur le volet 3 du certificat médical en 2 parties. Vous tapez sur la communauté d'Alsace, les 2 départements d'Alsace qui ont expérimenté. Eux, pareil, ils l'ont laissé sur leur site. Moi, ils m'ont dit, mais il n'est surtout pas question qu'on l'enlève, ça nous rend un précieux service pour évaluer les situations. Donc, pour répondre à ta question, simplifier, c'est d'abord donner les bons outils, permettre le bon recueil d'informations. Simplifier, c'est faire de longues durées d'attribution des droits quand c'est nécessaire. Des personnes qui doivent avoir des droits sans limitation de durée, pourquoi on les oblige à refaire leur dossier sans arrêt? Ça embolise les MDPH. Simplifier, c'est répondre aux besoins des personnes de manière satisfaisante. Ça évite les recours. Les MDPH sont embolisés par les rapports parce que c'est des sous-évaluations en permanence. Vous avez des gens qui ont des taux de 80% handicap psychique. Au moment du renouvellement, ça fait 15 ans qu'ils ont 80. On leur dit « Ah ben non, maintenant c'est 50-79 ». Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Attention, je vous le dis. Parce que 50-79, ça permet, lors du prochain renouvellement, de dire à la personne « Mais dites-moi, mon cher ami, êtes-vous bien motivé pour aller vers l'emploi ?» Vous allez poser la question à une personne qui est inapte à l'emploi. Inapte à l'emploi. Mais vous n'êtes pas motivé pour aller vers l'emploi. Mais a priori, vous pourriez y aller. Donc, on va dire que vous n'avez pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Donc, vous avez bien un taux de 50-79%, mais vous n'ouvrez plus droit à l'AH. Et comme ça fait des allocataires d'AH en moins. Alors, on voit aujourd'hui cela dans certains endroits, pas partout, mais moi j'en ai des dossiers chaque semaine comme ça de gens qui m'interpellent pour que je les aide à réagir. Donc, je voudrais dire, André, qu'il faut être très prudent à cela. Il n'est pas question de détruire les MDPH. Aujourd'hui, il y a une tentative de détricoter la loi de 2005, d'enlever aux MDPH leur mission. Quand c'est France Travail qui va être chargé d'orienter vers les ESAT les personnes handicapées, ça va être la catastrophe. Bien sûr que ça a commencé, mais ils vont faire ça sur quels éléments puisqu'ils n'ont pas accès au dossier? On nous dit c'est pas grave, la MDPH transmettra tout le dossier à France Travail. Ça veut dire que les certificats médicaux maintenant vont transiter partout. Alors quid du secret médical? Enfin, je veux dire. Donc attention, André. Nous disons simplification des démarches, bien évidemment, accompagnement des usagers, bien évidemment, parce que tout l'enjeu, il est là aussi, d'accompagner la personne, de développer des bons outils et de renforcer les équipes des MDPH qui ne peuvent pas être toutes seules à travailler. En 2005, rappelle-toi, il y avait eu des études pour la création des CREPSI, les centres ressources handicap psychique, qui sont formidables, et pour la création d'équipes spécialisées d'évaluation du handicap psychique. On a créé quelques CREPSI en France qui font un travail remarquable. On n'en parle pas dans la grande cause nationale, vous avez vu. Grande cause nationale santé mentale, les personnes handicapées psychiques, le handicap psychique, ce sont les impensés, ils n'existent pas. Sauf ceux peut-être qui pourront envisager une vie parfaitement ordinaire et se rétablir totalement, ceux-là, on les met en avant. Mais les autres, qui ont les plus grandes difficultés, les plus vulnérables, personne ne veut parler d'eux. Donc ça, c'est redoutable. Donc des bons outils, des équipes renforcées, des partenariats, des collaborations, puisqu'il n'existe pas d'équipe spécialisée d'évaluation. C'est ça aussi, je dis que chacun d'entre nous, SAVS, SAMSA, équipe sociale médico-sociale, équipe du sanitaire, nous avons chacun un rôle à jouer auprès des MDPH pour les appuyer dans leur travail. C'est du donnant-donnant. Faciliter pour qu'elles puissent faire leur travail correctement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être très vigilant en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a un vent qui souffle, qui voudrait, au motif de simplifier, détricoter la loi de 2005. Moi, je te dis à titre personnel et pas que personnel, pour les milliers de millions de personnes que nous représentons, je n'y suis pas favorable à ce détricotage. Au contraire, renforçons l'articulation droit commun, aide spécifique. Renforçons le travail des professionnels
Et en transversalité, renforçons les SAVS-SAMSA, les SAD, voilà, créons des SAD santé mentale. L'AVP, il faut développer l'AVP. Roselyne, il va falloir qu'on s'arrête. Je m'arrête. Mais voilà. Si vous voulez, c'est tellement... C'est passionnant parce que nous, on a l'impression de traiter de sujets techniques avec des mots compliqués peut-être, avec le droit à compensation, etc. Mais en réalité, ce dont nous parlons là, c'est de la vie quotidienne de millions de personnes. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue. Il est plus de 12h30. Bon, donc, ça nous ouvre l'appétit. Voilà. Je propose qu'on merci continue. À toutes. Merci beaucoup à Jean-François et à Roselyne. Et effectivement, je suis...